Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Le président Jacob Zuma rattrapé par un vieux dossier de corruption. Ce jeudi, la Cour suprême sud-africaine s'est penchée sur l'affaire suspendue depuis une dizaine d'années. Il s'agit du scandale Spy Tapes. Lancement d'une première obligation synthétique de 55 milliards de francs CFA au Bénin. Objectif, financer les projets d'infrastructure prévus dans le cadre de l'exécution du budget 2017. Et nous irons à la rencontre d'un collectionneur libyen qui s'évertue à préserver le patrimoine culturel de son pays. Des richesses culturelles mises en péril par l'impasse politique et sécuritaire qui touche le pays depuis 2011. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma rattrapé par une affaire de corruption. Ce jeudi, la Cour suprême de Bloemfontein s'est penchée sur l'opportunité de rétablir des poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vin il y a plusieurs années. Un sujet de la rédaction. Le président sud-africain Jacob Zuma mis en cause dans une nouvelle affaire. Les accusations portent sur un gros contrat d'armement signé en 1999 et dans lequel le chef de l'État aurait touché des pots de vin. Son procès en appel s'est ouvert ce jeudi 14 septembre. Il faut faire confiance à la justice sud-africaine parce que contrairement à beaucoup de pays africains, mais l'Afrique du Sud au moins a un état de droit. Et évidemment, l'apartheid a été une grosse catastrophe, mais l'apartheid a laissé au moins en Afrique du Sud cet état de droit qui continue à fonctionner normalement. Il y a 18 ans, Pretoria signé avec la société française Thales son plus gros contrat d'armement. Le montant énorme avoisinait les 4,2 milliards d'euros. Dès lors, les premiers soupçons de corruption apparaissaient. Et dans la ligne de mire des juges, Schabir Shaik, le conseiller financier du vice-président de l'époque, Jacob Zuma, il est accusé d'avoir négocié pour le compte de son patron des commissions sur le contrat. En 2005, Schabir Shaik est condamné à 15 ans de prison. Moi, n'a jamais été à la hauteur de l'héritage de Mandela ou de Thabo Mbeki. Zuma inaugure l'ère des politiciens professionnels, alors que ce soit Mandela, que ce soit Mbeki, c'était l'ère des hommes d'État. Ces implications dans les histoires de mœurs, dans les histoires de corruption, et je pense que ça dessert beaucoup l'Afrique du Sud. La décision de la Cour suprême d'appel sera lourde de conséquences politiques si elle confirmait l'inculpation du président Jacob Zuma. Elle ouvrirait ainsi la porte à un procès contre le président de la République, mais pèserait aussi sur la course à sa succession à la tête de l'ANC, qui élit en décembre 2017 son prochain chef. Le président y soutient son ex-épouse Nkosazana Dlamini Zuma avec l'objectif, affirment ses détracteurs, qu'elle assure sa protection judiciaire. Et nouveau coup de théâtre dans cette affaire. Les avocats de Jacob Zuma et le parquet sud-africain ont renoncé ce jeudi devant la Cour suprême d'appel de Bloemfontein à réclamer l'abandon des 783 chefs d'inculpation pour corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds contre le chef de l'État. Dans l'actualité également au Togo, les parlementaires étaient réunis ce jeudi pour l'examen et l'adoption du projet sur l'égalité de traitement des étudiants étrangers ressortissants de l'UEMOA, une session boycottée par l'opposition. Les raisons dans ce reportage d'Aimé Fakofi. Clôture ce jeudi de la première session extraordinaire de l'année à l'Assemblée nationale togolaise. Ce 14 septembre 2017, pas question de parler réforme constitutionnelle au Parlement. Le projet d'ordre du jour est relatif au projet de loi sur l'égalité de traitement des étudiants étrangers ressortissants de l'UEMOA. Une décision que n'approuve pas l'ensemble des députés de l'opposition qui ont vidé la salle aussitôt l'adoption du projet d'ordre du jour. Nous n'avons pas déserté l'Assemblée nationale. Nous avons dit que notre préoccupation de l'heure pèse sur les réformes politiques, à savoir notamment la révision de la Constitution. Nous ne sommes pas ni de cœur ni d'esprit à discuter d'autre chose que de la réforme constitutionnelle. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'ordre du jour établi respecte les dispositions de la Constitution. Soumis au vote, il a été adopté grâce aux députés du groupe parlementaire Union pour la République, parti majoritaire au Parlement. La session extraordinaire est convoquée conformément à la Constitution togolaise. Et cette Constitution togolaise dit expressément à son article 52 que lorsque les députés se réunissent en session extraordinaire, ils se séparent dès l'ordre du jour épuisé.
L'ordre du jour épuisé veut dire qu'il y a un contenu pour les relations extraordinaires. Les discussions de l'Assemblée nationale sur l'égalité des traitements des étudiants étrangers membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont donc poursuivies sans les députés de l'opposition. Ce vendredi 15 septembre, l'Assemblée nationale annonce l'ouverture de sa deuxième session extraordinaire dont les discussions porteront exclusivement sur la révision constitutionnelle. En rappel, le 13 septembre, l'opposition parlementaire avait contesté le projet de loi introduit au Parlement par le gouvernement sur les réformes constitutionnelles. Pour elle, ce projet de loi donne la possibilité au président Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat à la tête du Togo. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin se lance dans une opération d'obligations synthétiques destinée aux investisseurs. Elle est estimée à 55 milliards de francs CFA et vise à solder une partie des financements prévus dans le cadre de l'exécution du budget 2017. Marcel Fahamaroun. L'État béninois a lancé début septembre 2017 à Cotonou une opération d'obligations synthétiques à l'endroit des investisseurs à hauteur de 55 milliards de francs CFA avec des taux de pondération allant de 5 à 35%. Prévue le 21 septembre 2017, cette opération, première en son genre émise par le Bénin et la deuxième dans l'espace UEMOA, servira au financement de quelques travaux de construction de routes, l'installation de centrales électriques et d'adduction d'eau potable dans plusieurs localités. Nous venons de lancer pour la deuxième fois dans notre zone l'émission d'un titre obligataire que nous appelons obligation synthétique, qui se trouve être une obligation constituée d'un ensemble d'obligations. C'est un produit structuré que l'on appelle en général panier d'obligations, qui est basé sur une série de titres à structure in fine et qui tente de reproduire la structure de paiement amortissable. L'opération en question devrait également permettre au Bénin d'améliorer le coût de sa dette publique, qui est estimée à plus de 2700 milliards de francs CFA au 30 juin 2017, soit 53% du produit intérieur brut. Elle devra également aider à concourir à la dynamisation du marché secondaire. L'opération est répartie en 5 titres. Un bon du Trésor à 1 an, une obligation à 3 ans, une seconde à 5 ans, une troisième à 7 ans et une dernière à 10 ans. L'idée est de reproduire un panier d'obligations tout en respectant des proportions qui sont des proportions optimales en termes d'optimisation du portefeuille de la dette de l'État du Bénin. Pour l'exercice 2017, le Bénin a prévu la levée d'environ 716,5 milliards de francs CFA, dont 255,840 milliards de francs CFA de solde à financer sur le marché des titres publics au 30 août 2017. Le Bénin devient ainsi le deuxième pays dans l'espace UEMOA après la Côte d'Ivoire à procéder au lancement de son obligation synthétique. La Libye bénéficie d'un riche patrimoine culturel, notamment grâce aux diverses civilisations qui se sont établies dans le pays au fil des siècles. Un collectionneur libyen s'est donné pour mission de préserver ce patrimoine culturel grâce à sa boutique située à Misrata. Gladys Mwamba. Préserver son histoire à travers des pièces rares. C'est la mission que s'est donnée Ahmed Al-Maghi, un collectionneur libyen. Depuis 23 ans, ce passionné d'antiquité se consacre à la préservation du patrimoine de son pays qu'il expose dans son magasin situé à Misrata, à environ 200 km à l'est de la capitale Tripoli. En plus de 2 décennies, il est parvenu à recueillir plus de 4500 pièces qui remontent pour certaines à l'Empire ottoman des années 1200. Mon hobby a commencé il y a 23 ans et j'ai essayé de rassembler la plus grande collection d'antiquités pour célébrer notre patrimoine et notre culture et aussi pour les préserver. Tout cela a été à travers des efforts personnels et maintenant je peux ouvrir le magasin pour montrer ce patrimoine et informer autant de personnes que possible sur leur histoire et relancer l'intérêt pour le patrimoine culturel. Sa collection rassemble des richesses provenant de différentes régions libyennes, mais aussi d'autres pays tels que le Liban, la Jordanie, la Tunisie et l'Égypte. Au-delà de l'aspect financier, sa boutique fait surtout office de vitrine pour exposer ses collections, une initiative saluée par sa clientèle. L'idée d'un magasin de collection est très bonne et c'est une bonne initiative. Il est rare de trouver ce genre de boutique en Libye et j'espère que les gens feront attention à ces choses et se sensibiliseront aux objets de collection afin que nous ayons des expositions. C'est une bonne idée. La préservation des pièces antiques est mise en péril par l'instabilité sécuritaire que traverse la Libye, notamment depuis le début de la tourmente politique en 2011. Mais Ahmed Al-Maghi est déterminé à sauvegarder ces objets de collection pour les transmettre aux futures générations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.